Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18, Laurent Pietraszewski est avec nous, bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. Ce sommet social hier à Matignon, 17 thèmes avec 8 organisations syndicales, 3 patronales. Dites donc, c'était ambitieux quand même. Mais nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Le dialogue social, il est de toute façon ambitieux. Il est nécessaire. Il est encore plus nécessaire dans une situation de crise sanitaire, de crise économique et sociale que nous vivons aujourd'hui. Mais vous savez, je crois que c'est la patte du gouvernement de vouloir montrer notre disponibilité pour l'échange et l'anticipation à chaque fois avec les partenaires sociaux. Il y a eu des annonces concrètes. Alors, on va parler des reconversions professionnelles. C'est un vrai sujet. On va en parler dans un instant. Mais sur pas mal de dossiers chaud, Laurent Pietraszewski, c'est un peu statu quo. La réforme de l'assurance chômage, je voudrais qu'on en dise un mot, elle est reportée de 3 mois. Reportée, mais pas annulée, pas abandonnée. Et d'ailleurs, on a été surpris par la façon dont Jean Castex a tenu vraiment à préciser qu'elle n'était pas abandonnée. Voilà. Alors ça veut dire quoi d'ici 2022 ? Qu'est-ce qu'on fait avec cette réforme de l'assurance chômage finalement ? On l'adoucit ou on finit par de guerre lasse l'abandonner ou quoi ? Il y a des besoins. Notre économie a besoin de se transformer. Notre modèle social a besoin de se transformer. Le gouvernement, et par la voix du Premier ministre, a exprimé que nous ne mettions pas de côté les transformations structurelles dont notre économie, dont notre modèle social a besoin. Nous pensons que la réforme de l'assurance chômage est une réforme utile et juste. Maintenant, nous comprenons absolument que nous sommes dans une situation qui est très préoccupante aujourd'hui en matière sanitaire et aussi en matière économique et sociale, et qu'il faut différer cela. C'est le propos du Premier ministre hier. Différer sans l'abandonner, ça voudrait dire quoi dans l'esprit du Premier ministre pour vous, dans votre esprit à vous ? Ça serait dire appliquer quelque chose d'ici 2022, mais l'adoucir, cette réforme, voilà. Vous savez, les équipes d'Elisabeth Borne par rapport aux continuent à échanger là en permanence avec les partenaires sociaux, y compris sur des aspects techniques, parce que vous savez, il y a eu sur cette réforme de l'assurance chômage déjà de nombreux échanges. Il faut continuer à le faire. Les partenaires sociaux pointe du doigt un certain nombre d'éléments qui les interpellent, notamment le niveau de protection face à ce qu'on appelle la permittence, c'est-à-dire à ceux qui ont plutôt des contrats courts et qui vont se trouver sans doute dans une situation difficile au regard de l'activité économique. C'est bien là-dessus que le gouvernement s'est prononcé en disant effectivement nous entendons cette problématique-là, c'est pour ça que nous différons la mise en œuvre de cette réforme. Donc vous dites quand même on peut trouver un terrain d'entente avec les syndicats pour mettre en œuvre une réforme, voilà, en jouant sur certains aspects de cette réforme. Mais je ne vous cacherai pas que les partenaires sociaux, en tous les cas la partie représentative des salariés, n'est pas enthousiaste à cette réforme. Mais nous sommes persuadés de son intérêt, de son utilité. Simplement, il faut faire cela au bon moment, au moment où c'est cohérent avec le fonctionnement de notre économie. C'est pour ça que nous différons les choses. Et puis, vous l'avez effectivement vu, nous continuons à échanger, à discuter avec les partenaires sociaux, car nous voyons bien qu'il y a des ajustements qui sont possibles, et c'est sur cela que nous travaillons. Il y a des ajustements qui sont possibles. Sur les retraites, pas un mot hier. Là aussi se pose la question. On a des prévisions. L'Institut Montaigne, le think tank, l'Institut Montaigne sort des chiffres ce matin d'un rapport du COR, du Conseil d'orientation des retraites, qui nous dit que le déficit structurel va s'aggraver, plus qu'on ne le pensait finalement au cours des prochaines années. Est-ce que ça rend pour vous, là aussi à horizon 2022, nécessaire une réforme peut-être plus ambitieuse du système de retraite, qui ne serait pas forcément un changement systémique, mais un changement paramétrique. Voilà. Est-ce qu'il va falloir se remettre autour de la table pour parler de tout ça, Laurent Pietraszewski, pour vous ? Bon, rien de bien nouveau dans ce que nous dit là le think tank que vous évoquez. Pourquoi ? Le Conseil d'orientation des retraites a reçu une commande de la part du Premier ministre Jean Castex pour nous dire quel sera l'état des déficits au regard de la crise sanitaire et économique que nous traversons. Il a rendu un pré-rapport il y a quelques jours. Donc c'est ce pré-rapport qui est repris en partie par ce think tank. Qu'est-ce que dit ce pré-rapport ? Il est relativement proche de ce qui avait été dit déjà en juin par ce même Conseil d'orientation des retraites. En juin, on tablait sur un déficit autour de 30 milliards du système de retraite pour cette année. Eh bien, les données que produit le COR il y a quelques jours, c'est plutôt autour de 25 milliards. Tout en soulignant la réalité du déséquilibre structurel de notre système de retraite, des équilibre qui va s'établir, si on en croit les données du COR, autour de 13 milliards en 2024. Ces données-là, elles ont évolué, elles sont même
un peu plus forte que celle qui était issue des mêmes analyses du corps avant la crise sanitaire, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, il faudra qu'on travaille à l'équilibre de notre système de retraite actuel. Mais encore une fois, il faut que nous soyons très lucides, il faut avoir beaucoup d'humilité. Ce qu'attendent aujourd'hui les Françaises, les Français, les entrepreneurs qui vous regardent, eh bien, c'est que nous soyons tous mobilisés sur la situation économique et sociale. Et c'est exactement le message du gouvernement dans cette conférence sociale que vous avez évoquée en début d'interview. Les reconversions professionnelles, là sont les annonces concrètes hier finalement du côté de ce sommet social, puisque vous dites oui, vous allons essayer un dispositif pour faciliter la reconversion des salariés dont l'emploi est menacé vers un secteur plus prometteur qui serait basé dans le même bassin d'emploi. C'est ça évidemment l'objectif de ce plan. Vous dites quoi? Rémunération et formation prise en charge à 40% pour les entreprises de 1000 salariés. Et puis plus on descend, plus l'État est présent, parfois jusqu'à 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés. C'est là-dessus qu'on veut accélérer véritablement aujourd'hui. Voilà. Reconvertir, aider à la reconversion. Il faut qu'on transforme notre tissu économique. D'abord, vous avez souligné, et c'est bien, qu'il y a beaucoup plus d'accompagnement et d'aide lorsqu'on est dans une petite entreprise. C'est logique. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est le tissu économique de notre pays. Nous sommes très forts en matière de TPE, PME. Et c'est aussi souvent les structures qui sont les plus réactives, celles qui arrivent à évoluer en fonction du marché, en fonction des nouveautés. Donc, il faut qu'on les aide, il faut qu'on aide les salariés de ces petites structures à évoluer. Et aussi, il faut le dire, ce sont souvent aussi des entreprises qui n'ont pas forcément des structures financières relativement importantes. Elles ont besoin d'accompagnement de l'État. Là, vous mettez combien d'argent sur la table pour ce dispositif? Alors, on l'a dit, on va mettre plus de 500 millions à nouveau sur la table. Et Elisabeth Borne l'a dit hier lors de la conférence sociale. Et vous savez, je voulais juste redire, c'est ce qu'on va mettre en plus, car nous avons dans le plan de relance près de 15 milliards qui sont mis sur la table pour la transformation de l'ensemble de nos compétences. Et si je fais un focus pur sur la transformation des métiers, des activités, au travers du Fonds national pour l'emploi, le FNE, c'est plus de 6,7 milliards qui sont consacrés. Malgré tout, ces sommes, c'est conséquent, hein, loin de moi l'idée de les sous-estimer, mais certains économistes disent, mais combien de personnes aujourd'hui vont se retrouver, pardon de le dire comme ça, sur le carreau parce qu'elles opéraient dans des secteurs déjà en grande fragilité? Combien de personnes va-t-il falloir reconvertir en France dans les prochaines années? Est-ce que ce sont 200 000, 300 000, 400 000, 600 000, 700 000? Vous avez des prévisions très pessimistes en la matière aujourd'hui. Et l'idée, c'est de dire, du côté de ces économistes, est-ce que le système de formation français est suffisamment calibré et outillé pour accompagner ce que certains appellent une grande transhumance dans les prochaines années? Est-ce qu'on a les moyens de cette ambition d'accompagner autant de personnes, si malheureusement ça devait être le cas? C'est pas le cas aujourd'hui, Laurent Pietraszewski. Eh bien, c'est bien pour ça que je vous ai parlé de l'ambition du plan de relance, des 15 milliards qui sont mis sur la table sur la transformation des activités. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça suffira? Et il vous a pas échappé que nous avons transformé notre modèle de formation en 2008 avec Muriel Pénicaud et la loi 2018, sur l'avenir professionnel. Eh bien, c'est effectivement avec le compte personnel de formation, avec la possibilité qui est donnée à chacun et chacune d'entre nous de décider de la façon dont il investit son compte personnel de formation. Eh bien, avec la mise en place des conseils en évolution professionnelle au sein des pôles emploi, qui sont des personnes en charge d'accompagner celles et ceux qui réfléchissent à leur carrière, eh bien, c'est de donner les moyens, toutes celles et tous ceux qui le peuvent et qui le veulent, de s'orienter vers les métiers d'avenir. Parce que vous savez, sur le fond, quand vous êtes dans une petite TPE à Douai, dans mon département du Nord, vous n'êtes pas forcément évident de connaître les métiers d'avenir. Et vous avez besoin d'être accompagné pour cela. Vous entendez les arguments de ceux qui disent le chômage partiel, les mesures d'accompagnement, c'est pas toujours forcément la meilleure façon de préparer les salariés à une éventuelle reconversion? Écoutez, moi, je veux juste regarder la réalité en face. Nous avons, avec les partenaires sociaux, dans un échange vraiment nourri, avec les représentants des salariés et les représentants des employeurs, mis en place un dispositif de protection des salariés des entreprises, avec l'activité partielle de longue durée. Cela a été fait cet été. C'est un régime extrêmement favorable qui protège les entreprises, leur permet de se transformer et qui permet aussi aux salariés d'acquérir de nouvelles compétences en sécurisant leur rémunération. Ce dispositif qui est soumis à des accords d'entreprise, eh bien nous avons plus de 200 000 salariés qui sont déjà couverts en quelques mois, plus de 3 600 entreprises, plusieurs branches qui se sont emparées de ce dispositif. Donc moi je crois que c'est un très bon dispositif. Vous savez, il s'inspire de ce qui se fait outre-Rhin, en Allemagne, où la crise de 2008 a été bien mieux vécue
que dans notre pays, parce que oui, ils avaient déjà ces dispositifs qui permettaient de maintenir l'emploi et de le transformer. Il ne faut pas que l'on mette la tête sous l'eau de nos entreprises. C'est l'action du gouvernement de leur permettre de rester à l'air libre et de soutenir à la fois leurs activités, leur permettre de se transformer, mais aussi de soutenir les salariés. Parce que n'oublions pas que ce sont les salariés qui créent la valeur ajoutée de l'entreprise. En attendant de parler de la conversion, il nous reste une grosse minute, mais quand même, le télétravail, il y a des chances que beaucoup d'entreprises repassent au télétravail dans les prochains jours, alors que les partenaires sociaux, malheureusement, on le voit depuis des semaines et des semaines, n'arrivent pas à avancer pour remettre au goût du jour les modalités du télétravail. Alors vous êtes secrétaire d'État en charge de la santé au travail, avec beaucoup de désagréments dans certains cas. Voilà. Bon, le télétravail, c'est une réponse possible à la situation sanitaire. Ce n'est pas la réponse unique. Ça va redevenir la normalité pour beaucoup de salariés dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et les partenaires sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il faut pousser le curseur au maximum sur le télétravail. Il faut le pousser au maximum en prenant en compte ce que nous avons appris des derniers mois. Oui. D'abord, attention au lien social, aux risques psychosociaux, c'est-à-dire au fait d'être isolé, d'être seul. Donc il faut pour cela que les entreprises, et c'est la responsabilité des employeurs, mais aussi celle des représentants du personnel et des salariés, il faut qu'ils puissent échanger et il faut pousser au maximum le curseur du télétravail, car c'est effectivement une réponse appropriée en situation de crise sanitaire comme nous le vivons. Est-ce que vous pouvez faire plus qu'inciter, comme le disait je crois Jean Castex il y a une semaine, inciter à installer au moins 2 jours de télétravail dans les entreprises? Voilà. Eh bien c'est le cadre que nous avons donné. C'est resté à la libre volonté des entreprises tout ça finalement aujourd'hui. C'est plus que ça. Nous étions hier dans cette conférence sociale dans un échange très clair, vous savez, très franc, avec aussi bien les représentants des employeurs que les représentants des salariés. D'ailleurs, j'ai moi-même souligné la nécessité d'accélérer la diffusion du télétravail, de prendre les moyens nécessaires pour que le cadre donné par le gouvernement, qui est de dire 1, on identifie les métiers télétravaillables, 2, on définit un nombre de jours qui doit être de 2 à 3 jours, mais qui peut être plus que 2 à 3 jours. La question, encore une fois, c'est de faire ce travail entreprise par entreprise, parce que je ne crois pas que c'est dans mon bureau à Paris que je vais définir les règles du télétravail de telle entreprise du Cantal ou de telle entreprise de la Défense. Laissez le terrain s'adapter entreprise par entreprise. Voilà, beaucoup de sujets. 17 thèmes hier. Une question très rapidement, 30 secondes. Est-ce qu'on a encore le temps de réformer dans les 12 mois qui nous séparent du début de la campagne électorale quand même, Laurent Pietraszewski? On parlait des réformes de retraite, de l'assurance chômage. Est-ce qu'il faut continuer à réformer dans les 12 mois? Ou alors vous dites la crise stoppe tout malheureusement dans cette aujourd'hui. Disons les choses, notre énergie, et d'ailleurs c'est l'objet de votre interview ce matin, nous avons passé du temps, et c'est bien normal, sur la façon dont le gouvernement soutient les entreprises, leur permet de passer cette crise économique et sanitaire. Eh bien c'est là que notre énergie doit être. Mais le temps des réformes est terminé. Nous allons en sortir collectivement de cette crise sanitaire, et dans quelques mois, nous serons en situation de porter ces réformes, de le faire dans un contexte, je le dis, pacifié, dans un contexte de réunion et d'union. Il y a donc encore un peu de temps pour réformer en France d'ici la fin du quinquennat. C'est ça votre message. Merci beaucoup Laurent Pietraszewski. Merci d'être venu, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. Merci beaucoup.